Monsieur le directeur général, bonjour. Bienvenue aussi à vos collègues. Je vous présenterai rapidement dans quelques minutes, mais d'abord, comme il en est la tradition, un peu d'intendance. D'abord, pour vous annoncer, on l'avait créé formellement il y a quelques semaines, que la mission d'information sur les relations entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants dans les filières industrielles a donc été créée, et que cette mission est composée pour La République En Marche des noms suivants: Denis Sommer, Valérie Opelt, Huguette Tiénia, Jean-Baptiste Moreau, Damien Adam, Guillaume Casbarian, Marie Lebec, Grégory Besson-Moreau, Michel Delpont et Christine Aignon. Pour les Républicains, Daniel Fasquelle, Julien Dive et Jean-Claude Bouchet. Pour le MoDem, Richard Ramos. Pour le groupe UAI, Laure de la Rodière. Pour les socialistes, Dominique Potier. Pour la France Insoumise, Bénédicte Taurine. Et pour le groupe GDR, Sébastien Jumel. Je demande votre assentiment à cette composition que je vois recevoir. Cette composition est donc arrêtée. Je vous informe également que nous nous sommes saisis pour avis de la proposition de loi adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires. Projet de loi numéro 1393. Ce texte sera examiné par notre commission le mercredi 16 janvier 2019 et je vous propose la nomination de Madame Célia de Laverne, ici présente, comme rapporteure pour avis de cette proposition de loi. Là encore, cette proposition est entérinée. Chers collègues, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Cecilio Madero, directeur général adjoint à la Direction générale concurrence de la Commission européenne, chargé en particulier des questions de monopole. Cette audition a lieu à votre demande, en tout cas sur votre proposition, Monsieur le directeur général adjoint, et fait suite à une rencontre que vous aviez eue avec Madame Battistène dans le cadre de son groupe de travail sur les concessions hydrauliques. Groupe de travail dont les travaux nous avaient été restitués en mai dernier. Nous sommes ici tout persuadés évidemment que les concessions hydroélectriques sont un enjeu stratégique pour notre pays et qui interroge sur notre capacité à décider de notre politique énergétique, mais également sur la construction d'une Europe de l'énergie harmonisée. La France compte aujourd'hui près de 400 concessions qui sont très majoritairement exploitées par EDF. Ces concessions ont été le plus souvent attribuées pour une durée de 75 ans et près d'un tiers d'entre elles arrivent à échéance très bientôt puisque c'est en 2023. Se posera alors évidemment la question de la poursuite de cette exploitation. La Commission européenne demande une mise en concurrence pour mettre fin à ce qu'elle estime être une position dominante d'EDF et ouvrir le marché à d'autres producteurs. Vous êtes là notamment, Monsieur Madero, pour faire le point sur la procédure d'infraction que la Commission européenne a engagée contre la France à ce sujet en 2006. Je vais, comme il en est l'habitude, vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes pour des propos liminaires et ensuite vous aurez l'occasion de répondre aux questions des membres de cette commission. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je dois m'excuser parce que de la même façon que j'ai le plaisir de ne pas parler aujourd'hui l'anglais, ce qui est rare, je dirais, mon français n'est pas aussi bon qu'il ne le faudrait, mais je vais faire de... Je pense qu'il est meilleur que notre espagnol, en tout cas en moyenne. Mais donc, si vous voulez, nous vous sachons gré d'utiliser la langue de Molière plutôt que celle de Cervantes. Si vous me posez des questions trop difficiles, je parlerai en espagnol pour que vous ne compreniez pas. Mais bon. Plus sérieusement, c'est un honneur de parler. Ce n'est pas tous les jours que les fonctionnaires de la Commission européenne ont la possibilité de parler devant des représentants élus, dans ce cas du peuple français. Et c'est pour moi une bonne possibilité de vous expliquer où est-ce que la Commission européenne se situe par rapport à cette question des concessions hydroélectriques. Pour une question de politesse et de courtoisie envers mes collègues, je suis aujourd'hui accompagné de M. Flavien Christ. C'est un collègue à la DG Concurrence responsable du dossier dont on parle aujourd'hui, et Mme Camille Hubac et les conseillers économiques à la délégation de la Commission européenne en France. Je voudrais vous expliquer quel est l'objet de la procédure ouverte par la Commission contre la France, dont on entend
parler beaucoup et des fois dans des thèmes qui ne sont pas particulièrement précis. En particulier, je voudrais vous expliquer quels sont les objectifs de la Commission. C'est ce que nous voudrions obtenir dans cette affaire. J'essaierai ensuite de vous expliquer le contexte général dans lequel cette procédure s'inscrit et les raisons pour lesquelles la Commission estime indispensable de mener cette procédure à son terme. Et finalement, je voudrais rapidement vous indiquer quelles sont les prochaines étapes de cette procédure. Je serai prêt à répondre dans la mesure de mes possibilités aux questions que certainement vous en aurez. En ce qui concerne l'objet de l'affaire, et pour rappel, le 22 octobre 2015, la Commission a ouvert une procédure à l'encontre des différentes mesures juridiques, je parle des décrets, arrêtés et autres, par lesquels les autorités françaises ont attribué de gré à gré à EDF la très grande majorité des concessions hydroélectriques pour des périodes très longues, allant jusqu'à 75 ans. Ainsi, EDF exploite aujourd'hui des concessions qui lui ont été attribuées juste après la Deuxième Guerre mondiale, tandis que certaines de ces concessions ne viendront à expiration que dans les années 2070. La procédure de la Commission vise également le maintien au bénéfice d'EDF des concessions hydroélectriques dites en délai glissant, en fait, des concessions expirées. EDF exploite aujourd'hui une quinzaine de concessions en délai glissant, c'est-à-dire carrément expirées, dont certaines sont expirées depuis 2003. Cette procédure est fondée sur les règles de concurrence du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 106 et 102, cette procédure vise ce que nous considérons ce sont les conséquences anticoncurrentielles résultant des droits préférentiels qui ont été accordés à EDF sur les concessions hydroélectriques. Nous estimons que ces droits préférentiels confèrent, compte tenu de la compétitivité indéniable de la production hydroélectrique, un avantage concurrentiel considérable à EDF, qui est l'opérateur dominant sur le marché de l'électricité en France, comme vous le savez très bien. L'action de la Commission vise donc à remédier à cette discrimination envers d'autres opérateurs en permettant aux opérateurs français et européens, je répète, français et européens, dans d'autres termes, à des opérateurs autres qu'EDF, de pouvoir concourir à l'exploitation des concessions hydroélectriques. Cela ne veut pas dire que nous voulons exclure de ces processus la Électricité de France. En pratique, cela signifie que les concessions hydroélectriques exploitées par EDF, lorsqu'elles arrivent à échéance, doivent faire l'objet de procédures de mise en concurrence ouvertes et transparentes. Puis-je vous rappeler que la Commission ne demande rien d'autre ici que l'application du droit national français, plus précisément de l'article R 521 alinéa 6 du Code de l'énergie français, je répète, de la loi française, qui prévoit, et je cite, « l'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence ». Lorsque vous avez des problèmes vis-à-vis de ce que la Commission essaye de faire, je vous rappelle, ou je voudrais souligner à nouveau, que nous ne faisons que vous rappeler que c'est la loi française qui prévoit ce type d'ouverture. Nous estimons que la mise en concurrence des concessions hydroélectriques aura de nombreux effets bénéfiques. Tout d'abord, un appel d'offres est le meilleur moyen de favoriser les investissements dans les équipements et productions hydroélectriques, en tirant parti de la compétitivité entre plusieurs candidats dotés de ressources et d'expertise différentes, de technologies différentes. C'est également le meilleur moyen, et c'est ça l'expérience que la Commission a en la matière, de valoriser la ressource hydraulique au bénéfice des finances publiques, nationales et locales. C'est-à-dire que finalement, ce que nous estimons, c'est que ce processus d'ouverture ne peut que bénéficier les finances publiques de l'État français et des collectivités locales. Cette analyse est d'ailleurs partagée par plusieurs institutions françaises. À nouveau, on n'est pas en train d'inventer quelque chose. Ainsi, en 2013, la Cour des comptes française a estimé que
le manque à gagner pour les finances publiques nationales et locales résultant de l'absence de mise en concurrence des concessions expirées s'est élevé à 50 millions d'euros. Ces montants certainement augmenté au fil des ans du fait que l'accroissement des concessions en délai glissant, c'est-à-dire périmé, n'a fait qu'augmenter. Je vous rappelle également que dans une note sur l'exécution budgétaire 2016, la Cour des comptes a rappelé que les concessions échues acquittent une redevance très faible, en fait d'environ 20 centimes d'euros par mégawatt, alors même que les investissements dans les ouvrages en cause ont été largement amortis. Ce qui revient à dire que la rente hydroélectrique est largement captée par les concessionnaires, principalement EDF, plutôt que par les entités locales et, in fine, les citoyens, les consommateurs français. La mise en œuvre est également le meilleur moyen d'intensifier la concurrence sur les marchés de l'électricité au bénéfice des consommateurs. Croyez-moi, je ne sais pas si vous allez me croire, mais en tout cas, nous sommes concernés par le fait de bénéficier le consommateur final, pas d'autres considérations. En permettant aux concurrents d'avoir accès à leur propre approvisionnement compétitif en électricité, indépendamment d'EDF. Je voudrais enfin rappeler que dans le cadre d'une procédure d'infraction précédente, je parle d'une dizaine d'années, les autorités françaises, c'était une autre administration, mais les autorités françaises s'étaient formellement engagées en 2006 à ce que les concessions hydroélectriques fassent l'objet d'une procédure de mise en œuvre lors de leur renouvellement. Je parle de 2006. Et je crains fort que, comme j'ai dit, ce n'est certainement pas l'actuelle administration française, la responsable, mais force est de constater qu'à ce jour, aucune procédure de mise en concurrence n'a été engagée et que le nombre de concessions expirées ne cesse d'augmenter. Ainsi, il y a aujourd'hui près d'une trentaine de concessions expirées, dont certaines depuis 2003, sans qu'aucune procédure de mise en concurrence n'ait été lancée, ce qui n'est pas conforme aux engagements pris par la France en 2006, comme je viens de dire, ni même au droit français qui pose le principe de renouvellement des concessions par mise en concurrence. Comme vous le savez, et maintenant je passe à expliquer un peu pourquoi la Commission a lancé cette affaire et quel est le contexte dans lequel il faut l'inscrire, les États membres réunis, y compris la France, au sein du Conseil et du Parlement européen, ont fait le choix dans les années 90 d'ouvrir leur marché d'électricité à la concurrence afin de les intégrer progressivement dans un grand marché européen. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'il s'agit donc d'une décision démocratique qui a été prise pour assurer un approvisionnement en électricité sûr et à moindre prix à l'échelle européenne. Je suis bien content de constater que aussi bien la France et en particulier Électricité de France, je dirais Électricité de France en tête, ont largement bénéficié de ces processus d'ouverture et d'intégration. Et comme vous le savez, EDF a racheté plusieurs importants opérateurs européens, tels que British Energy. Vous savez que British Energy constitue ou accapare, si je peux dire, 24% des capacités de production au Royaume-Uni sont celles de British Energy, et British Energy est contrôlée par EDF. Luminus contrôle 14% des capacités de production en Belgique. Edison, EDF a aussi acheté Edison, c'est 7% des capacités de production en Italie. Donc EDF a une expérience européenne qui constate que c'est une compagnie qui veut faire travailler et produire de l'électricité et surtout distribuer au-delà de la France. Et comme vous le savez, une GDF, maintenant appelée Engie, a pris le contrôle d'Electravel. Electravel, c'est 72%. Si j'étais belge, je dirais 72, mais je ne le suis pas. Donc 72% des capacités de production en Belgique. Donc j'espère que vous serez d'accord avec moi que cette ouverture du marché, certainement, ne s'est pas faite aux dépens
des sociétés et des compagnies, y compris des compagnies publiques ou des sociétés publiques françaises, bien au contraire. De plus, avec ces centrales nucléaires produisant une énergie de base, EDF compte parmi les plus gros exportateurs d'électricité en Europe, ce qui contribue à assurer sa rentabilité. Ce n'est donc que légitime, à mon avis, de demander à EDF d'accepter un minimum de concurrence sur le territoire français. Parallèlement, la France importe massivement de l'électricité de ses voisins en période de pointe de consommation ou lorsque ces centrales nucléaires sont à l'arrêt, ce qui arrive de temps en temps, bien évidemment. Les consommateurs français bénéficient ainsi de l'électricité produite en Allemagne ou en Espagne. Cela contribue largement à la sécurité d'approvisionnement de la France ou à l'usage du chauffage électrique, où l'usage du chauffage électrique est très répandu, ce qui n'est pas le cas dans d'autres États membres. Et cela contribue également au maintien des prix de l'électricité à des niveaux raisonnables lors des pics de consommation, ce qui bénéficie non seulement aux consommateurs résidentiels, mais également aux industriels. À ce sujet, je tiens à souligner, et c'est une politique de la Commission européenne, que le développement des interconnexions électriques est essentiel pour garantir la sécurité de l'approvisionnement au niveau européen. Et c'est pour cela que la Commission européenne a fixé comme objectif un taux d'interconnexion de 10% de la capacité installée pour tous les États membres d'ici 2020, à condition de ne pas être accusé de défendre des intérêts nationaux, parce que depuis 30 ans, je ne le fais pas. Permettez-moi de vous rappeler néanmoins que l'Espagne est malheureusement encore éloignée de cet objectif. Le taux d'interconnexion en Espagne, c'est uniquement de 6% au lieu de 10%. Et certainement, cela pourrait s'améliorer avec la coopération active de la France pour atteindre le seuil de 10%, c'est-à-dire pour favoriser la création de nouvelles interconnexions. Je précise que la concurrence à laquelle je fais référence, et c'est important de le signaler, n'est pas une concurrence sauvage, c'est-à-dire éloignez-vous de cette idée que Bruxelles favorise la concurrence sauvage, acritique, non régulée. C'est loin d'une concurrence sauvage. Nous voulons une concurrence encadrée, régulée, sous la supervision des autorités de concurrence nationales et européennes et des régulateurs sectoriels, notamment en France, la Commission de régulation de l'énergie, pour être bien précis. Et ceci afin de garantir en toute hypothèse la sécurité d'approvisionnement des consommateurs. Dans ces modèles de concurrence régulés, les opérateurs peuvent être soumis à des obligations de service public. Je répète, tout opérateur y compris ceux qui pourraient être de nouveaux entrants, peuvent être soumis à des obligations de service public, notamment afin de garantir la fourniture aux consommateurs vulnérables, conformément aux dispositions des directives européennes et des lois françaises. Je termine. Le statu quo actuel, certainement, n'est pas, de l'avis de l'opinion de la Commission européenne, tenable. D'abord, il est source d'inquiétude pour les salariés des ouvrages concernés. Il vient nous parler aussi. Il génère un important manque à gagner pour l'État et les collectivités locales. L'actuelle situation représente une importante manque à gagner pour l'État et les collectivités locales, je répète. Et enfin, il paralyse tout projet d'investissement dans une source d'énergie renouvelable, propre, qui est indispensable pour réussir la transition énergétique en France. La Commission européenne a donc une claire préférence, je voudrais le dire dans termes très clairs, pour qu'une solution négociée avec les autorités françaises puisse être trouvée le plus rapidement possible. Cette solution devrait être ou devrait tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes, mais il est clair qu'elle devra remédier aux préoccupations exprimées par la Commission européenne. Et finalement, nous sommes en train de relayer les préoccupations qui ont été portées à notre attention, à savoir la discrimination des opérateurs alternatifs, français, européens, dans l'accès aux concessions hydroélectriques. À ce stade, comme ça je termine, la balle est dans les camps des autorités françaises, du gouvernement français, des autorités que vous représentez aussi. Il appartient aux autorités françaises de réfléchir aux mesures qu'elles estiment appropriées et de nous les présenter
Et conformément à la pratique de la Commission européenne, nous allons examiner ces propositions avec... par ailleurs, je dois dire que les discussions avec les autorités françaises se font dans un esprit constructif et très transparent. La Commission examinera ces propositions avec impartialité et objectivité et en consultant toutes les parties prenantes. Et si nous estimons, comme j'espère ça sera le cas, que les mesures proposées par les autorités françaises sont appropriées, la Commission adoptera une décision rendant ces propositions juridiquement contraignantes. Nous comptons, comme j'ai dit avant, sur une coopération constructive de la part des autorités françaises, conformément au principe de la coopération loyale entre l'Union européenne et les États membres. Et nous espérons trouver rapidement une solution qui favorise les investissements dans les concessions hydroélectriques et qui permet le développement de la concurrence encadrée, je répète, dans les marchés d'électricité conformément à la loi française et au droit de l'Union. Merci de votre attention et de la possibilité de m'exprimer devant vous. Merci, monsieur le directeur général. Je vais prendre 5 orateurs, un par groupe, qui se sont inscrits. Ensuite, on prendra les questions par groupe de 4 ou 5. Je vise à terminer cette audition à 11 h, parce que vous le savez sans doute, nous examinons ensuite la PPL de notre collègue Jimmy Pain. Et donc, voilà, on va essayer de limiter les interventions comme d'habitude à 2 minutes. J'ai Madame Blanc, Monsieur Leclerc, Madame Batistel, Madame Taurine et Monsieur Nejlen. Pour cette première série, la parole est à Anne Blanc de la République En Marche. Merci Monsieur le Président. J'associe à mon intervention mon collègue Stéphane Mazard, ici présent, député aussi du département de l'Aveyron. J'espère qu'à ce titre, vous me donnerez l'autorisation de légèrement dépasser sur mon intervention. Ça commence. Monsieur le directeur général, merci pour vos propos introductifs, même si, je vous l'avoue, ils ne m'ont pas tout à fait convaincu. Et je vais d'ailleurs vous interroger sur 2 points, l'un plutôt d'ordre général sur le marché de la concurrence, bien sûr, et le second plus local sur ce qui concerne le bassin Lot et Truyère. Concernant ce premier point, il semblerait que la Commission européenne n'exerce pas la même pression sur les différents États membres quant à l'ouverture à la concurrence de ces concessions hydrauliques. En effet, au Portugal, seules les créations de nouvelles concessions sont concernées par une obligation de mise en concurrence. En Suède, les concessions étant attribuées pour une durée illimitée, aucune procédure de mise en concurrence n'a pu être prévue. D'autres pays comme l'Espagne n'ont pas mis en place un régime concessif, comme l'Allemagne ou l'Autriche, ou mixte comme l'Espagne, et sont donc eux aussi exonérés de cette mise en concurrence. Cette différence de traitement crée une distorsion au sein du marché commun, puisque par exemple, l'entreprise publique de l'électricité suédoise Vattenfall est candidate pour se porter acquéreur des concessions du Lot, alors qu'EDF sera dans l'impossibilité de proposer ses services pour gérer des concessions d'ouvrages hydroélectriques suédoises. Comment expliquer, Monsieur le Directeur général, cette différence de traitement et cette insistance incompréhensible de la Commission européenne sur une mise en concurrence d'un secteur aussi stratégique que l'énergie? Comment pouvez-vous, dans ces conditions, justifier le terme de concurrence juste et loyale? Pour en venir au cas particulier de la chaîne Lot et Truyère, en partie sur mon département de l'Aveyron, composée de plus de 14 barrages interconnectés les uns aux autres, elle représente à elle seule 20% du parc hydroélectrique de pointe, avec 2000 MW de puissance installée, mobilisable en 2 minutes, soit l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Cette chaîne contribue fortement à la sécurité énergétique nationale par ses caractéristiques de stockage et de réactivité, d'où la nécessité de gestion à l'échelon du bassin et non barrage par barrage. Sachant que la dernière concession voit son terme à l'horizon 2030, il semblerait judicieux de considérer l'échéance globale des concessions du bassin à cette date. Par ailleurs, l'entente interdépartementale du bassin du Lot, qui regroupe 3 régions, 5 départements, 590 communes, a été précurseur dans le domaine de la gestion des eaux, entre autres par le volet soutien d'étiage, mais aussi a servi le développement local, économique et touristique. Depuis 1989, un protocole d'accord lie l'entente avec l'opérateur historique pour atteindre tous ses objectifs. Aujourd'hui, cet opérateur s'est engagé à réaliser 1 milliard d'euros d'investissement. Merci de conclure. Nous avons un mode de fonctionnement efficace, pertinent, exemplaire, qui a su réunir tous les partenaires dans un destin commun. Alors je souhaiterais savoir, Monsieur le Directeur, quels arguments pourraient plaider en faveur d'une organisation différente? Merci. Je vous remercie. Merci Sébastien Leclerc des Républicains. Merci, Monsieur le Président. Je vais être bref et concis. Le gouvernement français semble s'être engagé sur le renouvellement des concessions hydrauliques pour répondre à la mise en demeure de la Commission européenne en prenant 3 mesures qui visent à une mise en concurrence rapide et libérée.
Un premier calendrier de mise en concurrence des concessions sur la période 18-21, une note de principe qui conduit à écarter techniquement les opérateurs historiques et enfin la mise en œuvre de l'eau en regroupement barycentrique. Comment peut-on décider de brader la production d'électricité hydraulique quand dans le même temps tout le monde s'accorde à dire que ces moyens de production pilotables seront essentiels pour assurer l'équilibre du mix énergétique ou du développement des énergies renouvelables intermittentes? L'hydroélectricité est un outil de maîtrise publique en matière d'énergie renouvelable, alors pourquoi le sacrifier? Battistel. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Vous comprendrez que j'ai beaucoup de remarques et de questions à vous poser, mais vu le temps qui m'est imparti, je vais essayer de me concentrer sur 4 points. Donc le premier, c'est qu'au regard des enjeux du climat et de la ressource en eau, nous ne devons plus considérer l'hydroélectricité seulement sous l'angle de la production, mais également sous l'angle extrêmement important de la ressource en eau et des multiples usages de l'eau, qui est un bien commun et qui relève, à mon sens, plus du service public que du service marchand. Depuis l'ouverture du marché, EDF, je voulais aussi vous alerter sur l'environnement énergétique depuis la mise en demeure, qui montre que l'évolution de la situation dominante d'EDF s'affaiblit de jour en jour. En effet, depuis l'ouverture du marché de détail, EDF perd 100 000 clients éligibles au TRV au bénéfice des fournisseurs alternatifs par mois, qui sont passés de 19 à 30, selon la CRE. Le paysage de la production s'est également modifié avec le développement des ENR qui montent en puissance et où les objectifs de la transition énergétique vont pousser encore cela davantage et montrent que EDF, sur les nouveaux appels à projets, est très minoritaire. Environ 8 à 9% de nouveaux équipements sont attribués à EDF, plus de 90% à des opérateurs alternatifs et concurrents. Ce qui fait qu'au fil des projets et au fil des années, mécaniquement, la situation dominante d'EDF va fortement diminuer. De quoi parle-t-on finalement quand on parle de l'ouverture à la concurrence? EDF, la production hydroélectrique représente 12% de la production. 66% sont détenus par EDF, soit moins finalement de 8% de la production. Donc 40% maximum sont sur des contrats qui arrivent à échéance à court terme. Donc on arrive à 3% de la production. EDF, on peut considérer qu'il en gagnera quand même 1 sur 2, donc on parle de 1,5% de la production. Est-ce suffisamment important pour déstabiliser le système électrique français, pour entre guillemets, brader un patrimoine sur lequel sont attachés à la fois les citoyens et les élus de manière très forte, puisque beaucoup de collectivités font des vœux pour que l'on soit vigilant sur cette question. Et le dernier point, c'était la réciprocité. Ma collègue l'ayant fortement développée, je n'y reviendrai pas. Mais en tout cas, sachez que nous sommes mobilisés pour trouver des solutions alternatives à ce que vous proposez. Merci. Bénédicte Taurine pour la France Insoumise. Je vous remercie. Donc, l'Union européenne exige une libéralisation de l'exploitation des barrages hydroélectriques français. Notre gouvernement a donné son aval pour la mise en concurrence d'un premier lieu de barrage, notamment les compétitifs. Donc, mon département, l'Ariège, est directement concerné par cette énergie, avec une dizaine de barrages. Vous souhaitez l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques, une concurrence libre et non faussée. Autrement dit, vous souhaitez que l'on cède les gains d'une infrastructure actuellement rentable et que les citoyens ont payé avec leurs impôts. Et d'autre part, l'ouverture que vous proposez est déloyale puisque vous limitez la part de reprise par EDF dans les appels d'offres. Ensuite, comme nous le voyons avec l'ouverture du ferroviaire à la concurrence, la privatisation amène progressivement à la disparition d'un service public. Donc comment pouvez-vous concilier? Pensez-vous qu'il est conciliable que l'intérêt général de nos concitoyens est conciliable avec une logique de marché? Donc, sachant que EDF investit 400 millions d'euros par an dans le renforcement de ces structures, comment pouvez-vous être sûr qu'un opérateur privé sans expérience sur le territoire aura la même vigilance? Introduire la logique de marché dans un domaine aussi sensible que l'hydroélectricité nous semble conduire à des catastrophes. D'autre part, quand vous dites que l'objectif est de maintenir le prix pour les utilisateurs,
Je considère que ce n'est pas l'objectif premier des actionnaires, puisqu'en fait, leur objectif, c'est quand même leur propre profit. Et quant à la proposition que vous demandez, pour ma part, ce que je vous dirais, c'est que vous vous occupiez d'autre chose que de la gestion de nos barrages. Je vous remercie. Eh bien, monsieur le directeur général, je vais vous laisser la parole pour répondre à cette première série de questions. Merci beaucoup pour ces questions de Madame Blanc, Monsieur Leclerc, Madame Battistel et Madame Torine. Je vais essayer de vous répondre d'une, si je peux dire, d'une façon, en essayant de répondre explicitement à certaines des choses que vous avez dit, avec les meilleurs de mes arguments. Tout d'abord, Madame Blanc, vous pouvez, je prends note de ce que vous venez de signaler, on peut accuser de beaucoup de choses à la Commission européenne. De toute façon, ça fait partie de notre, comment dire en anglais, en français, DNA, de notre ADN, pardon. Le fait que lorsque quelque chose ne marche pas, c'est la Commission qui est responsable. Bon, oui, c'est facile de venir à Bruxelles négocier quelque chose avec les autorités européennes et de revenir au capital national et par la suite dire si la chose a bien marché, c'est nous qui avons réussi à arrêter ces gens, et si ça ne marche pas, c'est la Commission européenne qui bon, ça, je ne suis pas un politicien, mais quand même je suis un citoyen européen et je vois ce qui se passe dans nos capitales. Ceci dit, vous pouvez nous accuser de pas mal de choses, et des fois à juste titre, mais je vous assure, et j'ai déjà une certaine expérience en matière de concurrence, parce que ça fait plus de 30 ans que je travaille et à la Commission européenne et à la Direction générale de la concurrence, donc vous pouvez dire que je suis un cas perdu, puisque ça fait 30 ans que je travaille dans ces domaines, mais je vous assure que s'il y a quelque chose à laquelle nous tenons, je tiens personnellement, mais tous mes commissaires et l'institution en tant que telle tient, c'est à éviter toutes sortes de discriminations entre États membres. Et c'est pour cela que je n'ai pas de problème pour vous dire que si nous sommes en train de demander à la France ce que je viens d'expliquer dans mes remarques introductives, on est aussi en train on a initié une procédure sur les règles du marché intérieur à l'encontre de l'Italie concernant sa législation sur les concessions hydroélectriques. Et croyez-moi, si nous devons faire quelque chose dans ces domaines, nous allons le faire. La Commission européenne examine également si la législation relative aux concessions hydroélectriques dans plusieurs États membres est conforme aux règles du marché intérieur. Et je vous assure que si nous avons à faire quelque chose, justement, si la France fait ce que le droit français demande, ce n'est pas simplement la Commission européenne, je vous assure que ça sera un élément qui nous permettra de dire à d'autres faites autant. Et on ne va pas attendre à la France pour faire le travail que nous avons fait vis-à-vis d'autres pays. Ce que je peux vous dire, c'est que en Suède, vous me parlez de la Suède, la situation, je parle sous le contrôle de mon collègue, M. Chris, qui connaît mieux la situation en Europe que moi, mais de la même façon que vous avez un régime mixte, ou en tout cas un régime de concessions au sud de l'Europe, y compris en France, au nord de l'Europe, c'est pas un régime de concessions, ce sont des propriétés, ce sont des investissements privés. Et c'est cela qui explique quand, si je retrouve mes noms, je vous les dirai, en Suède, il y a 5 opérateurs, 2 sont suédois, un c'est un finlandais, un autre c'est un norvégien et un cinquième c'est un allemand. Donc le petit problème que nous avons là, et ce n'est pas un problème, c'est une constatation, c'est que si ce sont des investissements privés, vous comprendrez que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à ouvrir ça. Mais ces gens sont, c'est-à-dire s'ils ne sont pas sur un régime de concession, nous ne pouvons pas obliger à changer d'opérateur. Mais ces opérateurs ont les mêmes obligations de service public que EDF en France ou que d'autres opérateurs qui sont soumis au régime de la concession. Et de toute façon, je trouve que là où il y a des concessions administratives, c'est le principe même. Par ailleurs, c'est un principe de droit français. C'est vous qui avez créé la notion de concession administrative, et c'est un principe voulu par la loi française que les concessions soient ouvertes
soit mis sur le marché, qu'il y ait la possibilité de pouvoir contester ou d'échanger l'opérateur qui utilise, qui accède à ce type d'investissement. Monsieur Leclerc, je vous ai peut-être mal compris, mais certainement ce n'est pas l'idée ni l'intention de la Commission européenne d'exclure EDF de ce type d'investissement. Je pourrais vous dire que dans un cas comme le grec, nous avons demandé à l'opérateur grec de ne pas intervenir. Nous avons été beaucoup plus, comment dirais-je, durs vis-à-vis l'opérateur grec, justement parce que nous voulions nous assurer qu'il y avait la possibilité, dans le cadre des concessions administratives grecques, que d'autres puissent rentrer. Dans le cas de la France, on est en train de demander qu'il y ait une mise en concurrence qui ne veut pas systématiquement ou nécessairement dire qu'EDF doit être exclu de ce type de nouveaux investissements. En ce qui concerne les ressources hydroélectriques, Madame Battistel, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'elles sont particulièrement importantes, justement pour, parmi d'autres raisons, et vous l'avez mentionné avec vos propres mots, garantir la protection de l'environnement. Puis-je vous rappeler, comme j'ai dit dans mes remarques introductive, que ce que nous voulons, ou le fait que d'autres opérateurs que EDF puissent avoir accès à ce type de ressources électriques, ne veut pas dire qu'ils n'auront pas les mêmes obligations à respecter qu'EDF, c'est-à-dire que les obligations de service public suivent celui qui gère ces investissements. Et elles sont applicables, ces obligations de service public, à tout opérateur. La Commission n'est pas en train de demander un accès à la concurrence non encadré, sauvage, sans qu'il y ait des règles à respecter. Vous dites que 12% de la production hydroélectrique, enfin 12% du total de l'électricité produite en France vient de l'hydroélectrique. Ce sont nos chiffres également. Nous estimons que c'est une partie propre, comme vous dites, de la production. La production hydroélectrique est particulièrement importante pour les mix entre nucléaire et d'autres formes de production. Et honnêtement, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas ouvrir à la concurrence encadrée, je répète, ces concessions qui ont expiré depuis très longtemps à d'autres entreprises françaises et européennes dans des conditions qui assureront la sécurité de l'approvisionnement et la possibilité de bénéficier finalement, et ce n'est pas une histoire que nous essayons que nous avons cogité comme ça, d'une façon tout à fait abstraite. In fine, nous sommes convaincus que cette ouverture à la concurrence, encadrée, je répète, peut bénéficier et les collectivités locales et les finances de l'État, et certainement les consommateurs. Je ne crois pas qu'on puisse dire le contraire. Il ne s'agit pas en tout cas de brader un patrimoine. 1, ce n'est pas l'intérêt de la Commission. 2, nous n'avons pas le droit de le faire. 3, il s'agit de permettre à d'autres opérateurs autres que EDF de pouvoir fournir avec leur propre technologie et leur propre, excusez-moi d'utiliser le savoir-faire, j'allais dire le know-how, une façon de produire qui serait la sienne. Ces ressources ne sont pas la propriété privée d'EDF. C'est ça que nous sommes en train. Il s'agit de brader, justement, mais il ne s'agit pas de brader, justement, c'est la nation. Et pourquoi, écoutez, ce n'est pas à moi de gérer des choses qui appartiennent aux autorités françaises, mais pourquoi faut-il considérer que le patrimoine, on brade un patrimoine si au lieu de l'électricité de France, c'est une autre société française qui peut gérer dans les mêmes conditions et avec les mêmes encadrements, les mêmes types de... C'est une question que je vous pose. Et ensuite, pour essayer de répondre à Madame Torin sans entrer dans un débat politique que je ne peux pas me permettre, écoutez, ne nous accusez pas de vouloir... ouvrir, enfin, de soumettre les citoyens français à une concurrence sauvage. Je vous ai dit, et apparemment vous n'êtes pas d'accord avec moi, je respecte évidemment votre désaccord, mais
actuellement, la rémunération de la part d'EDF de ce type de concession est extrêmement basse. Et les collectivités locales ne feraient, et je sais que votre parti et vous-même, vous êtes très attachés aux collectivités locales, il y a moyen d'obtenir ou d'assurer la sécurité de l'approvisionnement, de ne pas brader le patrimoine français, de permettre à d'autres de produire de l'électricité à partir de ces concessions administratives. La propriété de ces concessions administratives reste dans les mains de la France. C'est un patrimoine national, il n'est pas bradé, c'est simplement ouvert à la possibilité que d'autres offrent les mêmes types de production, peut-être avec des meilleurs prix, parce que cette idée selon laquelle, par définition, la production par ces opérateurs va être plus chère et va taper sur les intérêts des Français, ce n'est pas quelque chose que vous... Enfin, on n'a pas d'expérience empirique qui le permette. Nous voulons simplement... et je vous répète, enfin je ne vais pas répéter parce que vous m'avez entendu, en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous rappeler quelles sont les obligations qui émanent de la loi française et quelles sont les mises en garde que, par exemple, votre Cour des comptes a fait en la matière. Donc, on n'est pas en train d'innover beaucoup en ce qui concerne cette affaire à Bruxelles. Merci, Monsieur le Directeur Général. Visiblement, vos interventions ont suscité de l'inspiration. Donc, je vous rappelle qu'on vise quand même 11 heures. Donc, je vais essayer de prendre les interventions par groupe de 6 et je vais vous demander vraiment de limiter vos interventions à 2 minutes max. J'ai Monsieur Sampastou, Monsieur Brunel, Monsieur Catin, Monsieur Villiers, Madame Limon et Madame Bateau pour cette série. La parole est à Jean-Bernard Sampastou de La République En Marche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur Madero, c'est vrai que ce dossier, cela fait 10 ans, une dizaine d'années que ce dossier n'avance pas. On le sait tous par un manque d'une volonté politique de trancher sur ce sujet-là. Et à quelques mois des élections européennes, vous savez bien que ce sujet est délicat pour les territoires alpins et les territoires pyrénéens. Moi, je voudrais être concret et vous poser 2 questions claires. Le fait d'autoriser EDF à répondre à chaque renouvellement de concession, sans exclusivité, sur toute la France, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, comment voit la Commission le fait que la mise en place de sociétés, des SPL, des SEM, on peut imaginer, où EDF resterait majoritaire, avec des capitaux extérieurs. On a vu des sociétés qui regardent attentivement nos territoires. Je parle en particulier de Total qui vient d'entrer dans la danse. Et cela sur des objets bien différents, voire des barycentres. J'espère que vous avez bien compris ma question. Car il y a sur le terrain et au niveau des salariés une attente sociale qu'il ne faut pas laisser. Et sur cette proposition, les salariés resteraient sur la houlette des exploitants actuels. Voilà, j'espère que la question a été claire. Merci. Merci. Monsieur Brunel, groupe GDR. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je n'ai pas de questions, c'est plus des affirmations. Je ne peux pas entendre ce que dit le commissaire concernant le patrimoine français. Hein, le directeur général, mais enfin, bon, qui représente aussi les idées de l'Europe, mais l'Europe du capital, bien évidemment. Mais on ne peut pas dire, par exemple, que vous ne souhaitez pas brader le patrimoine français, mais permettre à la concurrence de s'approprier le bien commun, c'est ça. Donc vous voulez approprier le bien commun. Je rappelle que le service public, c'est un service qui est donné aux citoyens, c'est un service au public. Et là, aujourd'hui, vous êtes plus dans le cadre de le brader. Et quand une ouverture à la concurrence, on sait ce que ça veut dire. Parce que le EDF, c'est quoi? C'est que ça garantit le prix de l'électricité, que ce soit à Marseille, à Paris ou dans le Nord. Voilà, donc c'est un prix unique et aussi intéressant. La concurrence, on l'a vu dans la distribution d'électricité. La concurrence de la distribution d'électricité a mis des citoyens en difficulté. Exactement. Donc, moi, je suis complètement offusqué par rapport à ce que vous dites actuellement sur la concurrence. Je ne suis pas prêt non plus à laisser faire cette concurrence, y compris concernant les bassins, les centrales hydroélectriques, qui ne sont pas simplement des centrales électriques, mais qui ont d'enjeux très importants, tels que le touristique, le développement local. En fait, là, on a
une Commission européenne là, qui ne va plus dans l'intérêt de notre pays ni dans l'intérêt des citoyens, mais c'est plus des enjeux financiers à court terme. Merci. Monsieur Jacques Catin. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, en partant d'un cas concret dans Massirco, quelles sont les conséquences de l'abandon d'une concession hydroélectrique, en l'occurrence celle du Lac Noir, par EDF et par sa remise en concurrence par l'État? Outre les questions liées à l'indemnisation des collectivités par EDF, il est naturellement indispensable que les services de l'État chargés du dossier de la remise en concurrence adapte le cahier de charge de la concession aux nouvelles conditions économiques du marché de l'électricité. Ainsi, les questions sont, premièrement, l'État, dans le cadre de ses politiques de transition écologique et de diminution de la part du nucléaire dans les mix énergétiques de la France, peut-il, par des incitations fiscales, notamment la diminution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dite TURP, encourager un producteur à investir dans un équipement à zéro émission de carbone et à faible rentabilité? Deuxième question, les règles de la mise en concurrence européenne permettent de valider une éventuelle candidature d'un producteur suisse? Et troisième question, comment la Commission européenne voit-elle l'évolution des marchés de l'électricité dans les années à venir? Va-t-on vers une résorption des surcapacités actuelles de production en Europe de l'Ouest? Accessoirement, le Brexit va-t-il changer la donne de ce point de vue? Madame Limon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général adjoint. L'effondrement du pont Morandi le 14 août dernier en Italie a ravivé les craintes autour de la mise en concurrence des concessions hydroélectriques en France. Plusieurs barrages, en raison de leur âge, présentent des risques, nécessitent des investissements conséquents. À titre d'exemple, EDF investit 400 millions d'euros par an dans le renforcement de ces ouvrages. Comment s'assurer que les opérateurs privés assurent efficacement leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages en investissant suffisamment d'argent dans leur entretien? Comment vous en souciez-vous? Avez-vous un plan sur cette mise aux normes et sécurité? Merci. Merci. André Villiers. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur adjoint. Je suis admiratif de la mission que vous conduisez. C'est pas facile dans un contexte un peu hostile de porter cette parole de l'Europe. Je voudrais moi vous rappeler deux choses. Il y a le droit et puis il y a l'histoire. Cette affaire des concessions hydroélectriques résulte dans un certain nombre de cas dans notre pays au moment où nous commémorons le 100e anniversaire de la Grande Guerre. A résulté donc un engagement du pays belligérant de venir construire au titre des dommages de guerre, ça a été le traité de Versailles, un certain nombre d'ouvrages qui continuent d'assurer la production électrique sur notre territoire. On touche là, vous avez parlé d'ADN tout à l'heure, on touche là au cœur de la sensibilité française. C'est le patrimoine, c'est un mot que vous avez d'ailleurs utilisé. Moi, je vous invite à regarder ça avec beaucoup de précaution, parce que ça fait 15 ans que la France est dans l'illégalité avec cette affaire, et il faut vous interroger sur cette durée. Et ce n'est pas un hasard si notre pays a quelques réticences à se vendre à Statkraft ou à d'autres conglomérats européens en matière d'énergie. Et je voudrais attirer votre attention sur la sensibilité nationale autour de ces questions. C'est fondamental. Et je veux vous dire qu'au-delà de la production d'électricité, on vient d'évoquer la dimension sécuritaire à travers les ouvrages. Mais il y a aussi autour de ces infrastructures qui appartiennent, je le répète avec force, à notre patrimoine, il y a des projets d'aménagement du territoire, il y a du développement touristique, il y a un certain nombre d'autres choses dont il faut absolument tenir compte, c'est notre attachement. Moi, j'ai une seule question, Monsieur le Directeur Général adjoint. Où en êtes-vous dans vos négociations et dans la bonne parole que vous portez en Europe aujourd'hui avec le Royaume-Uni sur ces questions des concessions hydroélectriques? Merci. Madame Bateau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, je me suis opposée à l'ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques comme ministre. J'ai refusé de voter la loi de transition énergétique comme député à cause de cette ouverture à la concurrence. Et j'en suis plutôt fière, en fait. Parce que, au nom de quoi, ce qui a été payé par la nation, ce qui est une des premières sources d'électricité renouvelable, qui est l'électricité la moins chère de France en termes de coûts de production, devrait être donné comme un cadeau au secteur privé. Je veux insister aussi sur ce qu'ont dit nos collègues sur les questions de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait,
la construction des barrages et la façon dont ils sont gérés aujourd'hui renvoie aussi à une filière industrielle, à un savoir-faire technique, et que la multiplicité des opérateurs demain n'est pas du tout un gage de bonne gestion de ces ouvrages. Il y a une chose que vous avez dit, monsieur le directeur général, qui est totalement vraie et sur laquelle je voudrais insister. Vous avez dit à un moment donné ce que le droit français demande. Et là, c'est vrai qu'il y a en fait depuis des années un jeu des autorités françaises qui est de mettre sur le dos d'une demande de la Commission européenne quelque chose qui en réalité est lié au changement de statut d'EDF, aux règles de la loi Sapin. Et donc, si la France voulait créer un établissement public de l'hydroélectricité, elle peut le faire. Par exemple, le cadre actuel sur les centrales nucléaires ne nous oblige pas, vous voyez, à ouvrir à la concurrence les centrales nucléaires. Donc, on pourrait tout à fait, au niveau français, mettre en place un autre cadre juridique et, à partir de là, avoir une autre discussion avec la Commission européenne, qui, en revanche, elle, doit s'interroger aujourd'hui sur le fait que l'essentiel de la politique de l'énergie au niveau européen est une politique de libéralisation, de dérégulation, qui ne marche pas sur un bien commun qui est essentiel, qui est celui de l'énergie. Je ne soulignerai pas les enjeux sociaux qui y sont liés, mais on voit là les limites d'une orientation de confiance aveugle, en fait, dans le fait que le marché pourrait tout bien organiser le secteur de l'énergie, ce qui n'est pas le cas. Merci. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Si vous me permettez, je vais commencer par essayer de répondre en commençant par ce que Madame Bateau vient de dire, parce que pour une fois, depuis que je suis ici parmi vous ce matin, j'ai entendu dire que vous pouvez être d'accord avec quelque chose que j'ai dit, pour ensuite dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec le reste, ce qui est tout à fait légitime. Mais quand même, je voudrais vous rappeler, et comme ça je crois que je réponds aussi à d'autres intervenants, je répète à nouveau que même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que vous m'adressez, j'ai le plus grand respect pour les positions qui sont les vôtres, mais puis-je vous rappeler que le fait que vous êtes tous attachés, et M. Villiers l'a aussi dit de façon très, très claire et nette, à ce que vous appelez le patrimoine national. Et là, devant ces mots, je ne peux que me mettre en garde. Je veux dire par là que la Commission a un respect beaucoup plus accru que vous ne le pensez sur le fait que ce qui relève du patrimoine national doit être tout à fait respecté. Mais puis-je vous dire que le fait que, enfin, quand même, EDF, avec tous mes respects pour une compagnie qui me semble travailler très bien et qui vraiment est un opérateur très important au niveau de l'Union européenne, je vous ai dit que c'est non seulement très important, ils ont investi lourdement dans d'autres États membres, et je ne crois pas que cela soit quelque chose qui vous gêne. Au contraire, c'est la logique même de l'Europe. Mais quand même, EDF n'est pas la nation, que je sache. EDF, c'est une société, une compagnie publique. Je crois qu'il y a d'autres... J'imagine que vous êtes d'accord avec moi que d'autres sociétés, comme par exemple la CNR ou la CHEM, ce sont des compagnies également françaises qui assurent au niveau du Rhône et des Pyrénées qui assument et qui gèrent des obligations de sécurité de l'approvisionnement et qui sont aussi compétentes qu'EDF, même si elles ne sont pas, ce n'est pas EDF, pour assurer non seulement la sécurité de l'approvisionnement, mais les obligations des services publics ont été imposées à ces sociétés, je répète, CNR ou CHEM, justement parce qu'il s'agit de protéger le patrimoine national. Donc, par conséquent, je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'on peut respecter les patrimoines nationaux. Je répète que le fait que ces concessions hydroélectriques sont ouvertes à la concurrence en aucune façon fait perdre ces patrimoines nationaux aux citoyens français. Au contraire, c'est un régime de concessions temporaires, mais la rente et la propriété de ces concessions restent dans des mains entièrement françaises.
Et je ne crois pas qu'on puisse discriminer des compagnies, comme j'ai dit, comme la CNR ou Chem, alors qu'ils font un travail aussi remarquable, ou en tout cas qui assurent les mêmes obligations de service public que EDF. Et mutatis mutandis, si je peux me permettre, les nouveaux entrants français ou européens qui pourraient venir proposer leurs services, leur technologie et leur façon de produire sur base de l'obtention d'une de ces concessions seront soumises aux mêmes obligations, ce qui permettra, de garder la propriété de ces concessions en main française et en même temps de s'assurer que le citoyen français, in fine, n'est pas celui qui paye la note. Cela m'étonne que vous ne soyez pas, comment dirais-je, ému à l'idée que aussi bien l'État que les collectivités locales pourraient obtenir, que ce soit de la part d'EDF ou d'autres compagnies, d'autres sociétés, je ne sais plus parler en français, mais enfin, je veux dire, plus d'argent. Oui, mais d'accord, mais je suis en train de vous dire que la rente de ces concessions hydroélectriques devrait aller plutôt aux citoyens français qu'à une compagnie en particulier. Bon, ceci dit, depuis, concernant le statut des travailleurs, je me permets de vous signaler, je crois que c'est M. Sampastou qui a posé la question. C'est vrai que dans certains cas, les exploitants des concessions hydroélectriques peuvent se poser la question quel est le statut de ces travailleurs une fois qu'il y a un changement dans la propriété, pas dans la propriété, dans la gestion de ces concessions. C'est important de signaler que le fait qu'il y aurait un nouveau entrant dans ces concessions, en aucun cas pourrait affecter le statut des travailleurs, parce que les salariés des concessions hydroélectriques, comme vous le savez, bénéficient du statut des travailleurs des industries électriques et gazières. Quel que soit, et je voudrais le signaler, l'exploitant des concessions, et ceci, c'est le cas sur base d'une loi française de 2015. Donc, en ce qui concerne ces statuts, le fait qu'il y aurait un nouveau entrant, en aucun cas, pourrait affecter les droits acquis des travailleurs. À nouveau, la Commission n'essaye pas de faire des expériments en la matière. J'ai entendu que, je crois que c'est M. Brunel qui parlait à un moment donné vous êtes offusqué, et je regrette le fait que vous soyez offusqué. J'espère que je ne suis pas la cause, encore que je crains fort que je suis peut-être la cause. Mais certainement, la Commission n'essaye pas ni de vous offusquer, ni de retirer la propriété du bien commun des mains des Français. J'ai l'impression que vous privilégiez un modèle économique qui est le vôtre. Je ne suis pas sûr que ce modèle ait donné des bénéfices constatés et constatables aux citoyens français là où il a été appliqué. Mais à nouveau, tous mes respects pour votre offuscation, et je présente mes excuses en la matière. Sur le Brexit, je peux vous dire très peu. Merci pour le parlementaire qui m'a appelé commissaire, je ne le suis pas. Ce n'est pas prévu. Par contre, j'ai des instructions très précises pour laisser au groupe de travail, il y a un petit groupe de fonctionnaires communautaires sous le contrôle de M. Barnier, que vous connaissez très bien, et qui est en train de faire par ailleurs un travail remarquable en ce qui concerne le Brexit. C'est à eux de parler. Enfin, pour le Brexit, je dois vous renvoyer à M. Barnier, c'est celui qui gère le dossier, qui le connaît très bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la Commission européenne essaye de garder, ce qui est le cas jusqu'à maintenant, un accord fluide et fort entre les 27 autres États membres, et que certainement, je le disais avant et je le répète maintenant, on peut nous accuser de beaucoup de choses, des fois justifiées, d'autres fois pas, mais certainement nous ne sommes pas naïfs, ou pas complètement naïfs, et on fera de sorte à s'assurer que dans le cadre du Brexit, il n'y ait pas des situations qui puissent affecter les intérêts
des autres États membres. Mais vous comprendrez que je ne pourrais pas dire beaucoup plus à ces stades parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Vous savez que la situation à Londres est pour le moins fluide. Est-ce que je peux, Monsieur le Président, il y a 2 ou 3 précisions techniques que je voudrais que Monsieur Christ puisse répondre en complément de ce que je viens de dire. Oui, bonjour. Oui, j'ai entendu parler du lac Noir. Je crois que c'était vous, monsieur? Non. Ah, c'était vous, pardon. La concession du lac Noir, vous avez évoqué. Donc, il est une concession expirée, d'après mes notes, depuis 2012. Donc, je comprends que c'est une concession qui est un petit peu en déshérence, puisque depuis 2012, la question des investissements se pose. Et bien sûr, un concessionnaire ne va pas investir dans une concession qui est expirée et dont il ne sait pas s'il sera à l'avenir le prochain titulaire de la concession. Donc ça fait le lien avec ce que disait M. Madero, à savoir que le manque de visibilité sur un grand nombre de concessions qui sont déjà venues à expiration, qui vont arriver à expiration rapidement, soulève une grave question par rapport à l'investissement, puisque le manque de visibilité fait qu'en pratique, les concessionnaires investissent vraiment à minima. Ce qui par ailleurs, et fait le lien avec notre question qui était soulevée, ce qui par ailleurs peut éventuellement même poser des questions en termes de sécurité des ouvrages, puisqu'encore une fois, il n'y a plus tellement d'incitation pour les concessionnaires à investir. Non, j'ai terminé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc je vais prendre le reste des... J'ai beaucoup d'intervenants inscrits, donc non mais Monsieur Ruffin, vous serez inscrit comme tout le monde dans l'ordre de votre arrivée en séance. Oui, vous êtes inscrit, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pour la séance suivante, pour la liste suivante, Monsieur Decker, Madame Do, Monsieur Delpont, Monsieur Roland, Monsieur Évrard et Monsieur Sadier. La parole est à Monsieur Decker. Merci Monsieur le Président. Au-delà de la question de la souveraineté et de l'indépendance énergétique de notre pays, qui est majeure à mes yeux et semble superbement ignorée, je voudrais souligner le caractère d'urgence d'un accord, car aujourd'hui la situation que nous connaissons diffère des investissements importants en termes de production d'énergie, mais aussi, et ça a été dit, en termes de sécurité. Aussi, je souhaiterais avoir des précisions sur le calendrier et aussi l'état d'avancement du dialogue avec le ministère de la Transition écologique. Cette mise en demeure de la Commission européenne appelle d'autres questions nombreuses. Je vais me limiter à 2. La première, comment expliquer les différences de traitement entre les pays européens, des approches différentes qui découlent de la multiplicité des régimes juridiques de l'hydroélectricité. Par ailleurs, les ouvrages hydroélectriques, au-delà de la production d'énergie, jouent un rôle dans le stockage de l'eau et participent à l'aménagement du territoire. D'où la question, comment cette ouverture à la concurrence ne remet-elle pas en cause le multi-usage de l'eau et comment, sans système glissant qui semble pointer du doigt, peut-on éviter le démantèlement d'une chaîne hydraulique, je pense en particulier à la Truyère, dont les concessions des multiples ouvrages n'obéissent pas au même calendrier et pourraient de fait demain être exploitées par des opérateurs différents, ce qui immanquablement rimerait plus avec désorganisation qu'avec optimisation. Merci, Madame Do. Merci, Monsieur le Président. Ayant suivi de près le dossier des inondations, je souhaite également souligner l'importance des barrages hydroélectriques en matière de gestion des crues, et ce d'autant plus dans le contexte des changements climatiques. Le droit français, en conformité avec le droit européen, prévoit que les concessions hydroélectriques échues, soit 150 concessions d'ici 2023, soient renouvelées par la mise en concurrence. L'objectif de la mise en concurrence, que je ne mets pas en cause, cependant, l'enjeu de sécurité que représentent les barrages, la mise en concurrence ne doit pas conduire à négliger certains enjeux d'intérêt public dans le secteur hydroélectrique. Dès lors, pourriez-vous détailler vos propositions afin de garantir que l'attribution des concessions hydroélectriques françaises à des entreprises étrangères tienne à répondre à ces enjeux d'intérêt public? Merci. Merci, Monsieur Delpont. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, depuis la transformation d'EDF en société anonyme qui a fait entrer les concessions hydroélectriques dans le droit commun des délégations de services publics, aucun accord n'a pu être trouvé à la Commission européenne et la filière n'investit quasiment plus depuis 2010. Pourtant, l'hydroélectricité est la deuxième source de production électrique et la première source d'énergie renouvelable en France. Nous disposons du deuxième parc installé en Europe après la Norvège.
La PPE a fixé entre autres les objectifs suivants. Augmenter la puissance installée de 500 à 700 MW et la production de 2 à 3 TW d'ici 2023. Relancer le développement de l'hydroélectricité par des appels d'offres réguliers et par l'optimisation des concessions existantes. Engager enfin, d'ici 2023, les projets de stockage sous forme de STEP en vue d'un développement d'1 à 2 GW de capacité entre 2025 et 2030. Les installations dites au fil de l'eau qui turbinent tout ou partie du début d'un cours d'eau en continu ont une capacité de modulation faible et une production qui dépend du débit du cours d'eau. Ces installations représentent 30% de la puissance installée totale et plus de 50% de la production totale pourraient bénéficier de la technologie de stockage de l'électricité par l'hydrogène. Enfin, de pallier à l'intermittence et permettre de stocker de l'énergie quand le débit des cours d'eau est important. Les investissements sur les installations existantes, avec un parc vieillissant, sont donc primordiaux à l'heure où il nous faut accélérer la transition énergétique. Pouvez-vous nous dire quels sont les points encore en négociation entre la France et la Commission européenne et si la proposition à l'étude depuis janvier va permettre d'aboutir à un accord? Merci. Merci Vincent Rolland. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général adjoint. Je crois que la situation d'attente est assez mal vécue pour tout le monde, pour les salariés d'EDF, bien évidemment, pour les collectivités locales aussi, mais encore pour les habitants parce que ont été évoquées des questions de sécurité. Au-dessus de leur tête, il y a souvent des millions de mètres cubes stockés, ce qui n'est pas neutre s'agissant de l'entretien de ces retenues et toutes les informations, la plupart alarmistes et démagogiques, circulent, mais je crois qu'il est grand temps que des décisions soient prises. Et c'est là où je veux en venir. Nous sommes un certain nombre dans cette salle à avoir interrogé le gouvernement sur ce dossier, lequel nous a répondu que des propositions avaient été faites à la Commission européenne et que donc nous étions en attente de retour de ces propositions. Moi, j'ai 2 ou 3 observations toutefois. Il y a un régime de concession avec des engagements d'EDF. On sous-estime souvent les accords qu'EDF peut passer avec les collectivités locales et qui vont au-delà des engagements initiaux, des accords aussi avec des professionnels des sports d'eau vive ou des pêcheurs ou d'autres secteurs économiques tout simplement. Et puis, la Commission européenne, plutôt que de venir nous demander de remettre en concurrence ces concessions hydroélectriques, est-ce qu'elle ne devrait pas travailler à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas forcément un principe de réciprocité, à ce que la forme juridique de la production électrique soit uniformisée d'abord à l'échelle européenne pour que chacun puisse jouer avec les mêmes règles du jeu. Merci, Monsieur Évrard. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, il va sans dire qu'en vous écoutant, je n'ai pas du tout le même regard que vous sur les questions des barrages hydrauliques et plus généralement d'EDF. D'abord parce que je pense que dans votre propos, lorsque vous parlez d'investissement et d'une rente sur investissement, c'est une analyse fausse, une analyse technocratique qui ne tient pas compte de l'histoire. L'histoire, c'est au lendemain de la libération, le Conseil national de la résistance, les jours heureux, met en place un État social. Cet État social a été fabriqué avec l'ensemble des compositions de la société française sans exclusive, c'est-à-dire la propriété de la nation. Et donc, à partir de là, nous avons mis en place EDF avec une volonté de faire en sorte qu'on puisse permettre à chaque usager de pouvoir acheter son électricité au même prix du nord au sud, de l'ouest en est. Donc, de ce point de vue, il faut tenir compte de ces choses-là pour bien comprendre la position d'EDF dans notre pays. J'ajouterais qu'il y a, au niveau de la mise en concurrence,
une disparité qui va se mettre en place. Et le meilleur exemple, lorsque nous avons une situation qui permet d'avoir une économie largement décarbonée, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, où l'électricité coûte 30% plus cher qu'en France. Donc demain, la mise en concurrence, c'est d'abord le profit, les actionnaires, la libre circulation des capitaux pour la rentabilité de ces capitaux. Il est fort à parier que logiquement, effectivement, le prix de l'électricité augmentera. Donc ça, c'est une première remarque. Merci, mais vous avez épuisé votre temps. Deuxièmement, merci de terminer rapidement, monsieur Evra. Mes deux questions, c'est par rapport à l'eau. Si on privatise les barrages, comment la répartition de l'eau se fera, et quand il y a l'offre et la demande qui jouent, comment on fera jouer cette offre et la demande, et quel prix en sera payé par les gens qui auront besoin de cette eau. Merci. Monsieur Sadier, pour terminer cette série. Allez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, vous parlez hydroélectricité. Le problème, c'est que nous, on parle d'hydroélectricité, de multi-usage et de territoire. Multi-usage pour l'agriculture, pour le tourisme, pour l'eau potable, et lien avec le territoire. Donc ma première question, elle est simple. Est-ce que vous acceptez, est-ce que la Commission accepte, dans le futur accord avec la France, que l'on parle d'hydroélectricité, mais que l'on reconnaisse le volet multi-usage et le volet territoire? C'est pour cela que dans la loi de 92, effectivement, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. C'est la loi de la République, monsieur le directeur, dans notre pays. Et puisque vous avez fait référence à la CNR, permettez-moi là aussi d'être très précis. La CNR, c'est la loi Rhône de 1921, qui a mis 10 ans à être promulguée dans notre pays et qui a été transformée en 1934 par la loi qui a créé la CNR. Et dans la loi de la CNR en 1934, il est écrit très clairement qu'on crée la CNR. C'est aussi la loi de la République de 1934 dans notre pays, pour l'hydroélectricité, pour l'alimentation agricole et pour le volet multi-usage. Donc, est-ce que vous allez reconnaître ce volet multi-usage? Deuxième question, vous nous avez rappelé la réglementation et le code de l'énergie français. Permettez-moi de vous rappeler la directive cadre sur l'eau 2000 de l'Union européenne, qui est toujours en vigueur, qui reconnaît la gestion par bassin. Et c'est le président du comité de bassin Rhône-Méditerranée qui a 60% de l'hydroélectricité dans son bassin qui le demande. Est-ce que cette gestion par bassin peut aussi être un critère reconnu par la Commission? Et puis enfin, vous parlez de protéger, enfin de ne pas exclure l'opérateur historique. Comment vous allez faire dans l'appel d'offres pour ne pas exclure l'opérateur historique? Enfin, sur le pourtour méditerranéen, monsieur le directeur, chaque année, les événements Cévenol et les événements méditerranéens tuent des dizaines de personnes dans notre pays, mais pas seulement, dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Nous avons besoin des barrages comme écrêteurs de crues, nous avons besoin d'une gestion par bassin pour éviter de la mort de femmes et des hommes chaque année dans notre pays, mais dans d'autres pays européens. Est-ce que c'est un critère qui pourra être pris en compte par la Commission européenne? Merci, monsieur le directeur général. Vous avez la parole. J'ai ensuite une autre série de questions. Je vous rappelle qu'on a une PPL à examiner. Je peux toujours éventuellement envisager d'ouvrir cet après-midi si on n'a pas terminé la PPL, mais je préférais quand même qu'on puisse l'examiner ce matin, sachant qu'elle sera en séance le 27, 28, 29, 28, enfin la semaine prochaine, quoi, jeudi prochain. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci. Je vais essayer de répondre autant que possible à toutes les questions que vous m'avez posées. Je disais tout à l'heure que je n'étais pas tellement autorisé à parler beaucoup du Brexit, parmi d'autres raisons parce que M. Barnier, c'est le chef de file et parce que c'est lui qui peut vous donner toute information utile des dernières minutes. Mais quand même, je voudrais vous attirer l'attention sur le fait que EDF, par exemple, ou pour le dire d'une autre façon, le Royaume-Uni bénéficie de l'expertise et des investissements d'EDF pour la construction de la centrale nucléaire de Hinkley Point, et ce qui me semble quand même une indication de comment l'Europe va dans tous les sens. Je veux dire par là dans le sens positif. Vous serez d'accord avec moi que l'outil nucléaire pose certaines questions de type de tout ce que vous avez dit sur le patrimoine national, sur la sécurité de l'approvisionnement, sur la protection des consommateurs, de l'environnement, s'applique davantage à la production d'électricité à partir du nucléaire. Bon, écoutez, EDF
et gère et investit, et les consommateurs britanniques bénéficient de l'expertise et du savoir-faire technologique d'EDF en Angleterre, au Royaume-Uni. J'imagine que vous êtes d'accord avec moi que, si je peux le dire comme ça, mutatis mutandis, le fait qu'une entreprise néerlandaise puisse venir exploiter au bon sens du terme, avec les mêmes obligations que EDF ou d'autres sociétés françaises, une concession hydraulique en France, n'est pas la fin du monde. Et que cela réponde à la logique d'un marché d'électricité intégré. Vous m'avez posé la question, quelle est l'approche ou où se situe la Commission par rapport aux négociations actuelles avec les autorités françaises. Bon, tout d'abord, les autorités françaises se sont trouvées avec une situation qui traîne depuis 2006, vous l'avez dit, où la France s'était déjà engagée envers la Commission européenne pour mettre fin à la situation actuelle. Le gouvernement actuel, à mon avis, d'une façon tout à fait transparente et voulant faire son travail de défense des intérêts français en même temps du respect de la réglementation communautaire et nationale, parce que je crois que nous avons tendance à oublier que je vous ai rappelé des obligations qui découlent non seulement des traités, mais surtout des lois françaises pour lesquelles vous êtes responsable. L'approche que nous avons, à mon avis, est raisonnable. Je peux évidemment accepter que vous croyez que ce n'est pas le cas. Tout d'abord, nous ne considérons pas qu'EDF doive être exclu des appels d'offres. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, il n'y a pas de problème en la matière. De plus, nous ne considérons pas qu'il faille remettre en cause les concessions en cours d'EDF. Les concessions en cours, pas celles qui ont été périmées depuis des siècles, si je peux dire. Il n'est pas question de remettre en concurrence toutes les concessions d'EDF. Je crois que mon français est suffisamment bon pour que vous me compreniez. Il n'est pas question de remettre en concurrence toutes les concessions, du jour au lendemain. Ceci étant, au vu des précédentes promesses des autorités françaises, et je parle d'une autre administration, il est essentiel pour la Commission que la France s'engage dans un calendrier précis de mise en concurrence d'un nombre significatif. Je ne suis pas venu ici pour vous dire à vous, parlementaires français, des chiffres précis, parce que c'est quelque chose qui relève de la négociation entre l'autorité française et la Commission européenne. Mais nous espérons que le gouvernement français actuel s'engage sur un calendrier précis de mise en concurrence d'un nombre significatif, je répète, des concessions actuellement exploitées par EDF. À nouveau, je répète, vous ne pouvez pas espérer que la Commission reste, on dit en français pantois, qu'on ne fasse rien devant une situation comme l'actuelle, alors que, et là, je n'ai pas entendu des critiques particulièrement fortes quant à l'ouverture pour les entreprises françaises des marchés, d'autres marchés de l'Union européenne, alors que une compagnie comme EDF gère un outil nucléaire au Royaume-Uni. Soyons un peu cohérents dans nos propos. Quel est le crime, si je peux parler comme ça, quel est le crime pour un... Je n'ai pas en tête, la Commission ne représente pas les intérêts, contrairement à ce que j'ai entendu ce matin, d'opérateurs précis. Mais je ne vois pas quel serait le crime pour une société, mettons néerlandaise, italienne, je m'en passe, de pouvoir profiter d'une telle ouverture à la concurrence soumise aux mêmes obligations que EDF ou que toute autre société française. Et par ailleurs, je ne parle même pas des sociétés européennes. Et pourquoi il faut que d'autres sociétés françaises ne puissent pas contribuer? Ce sont des questions que je pose. J'ai l'impression qu'avant même de les poser, vous avez déjà des réponses. Oui, c'est ça le problème. Et alors, permettez-moi de vous dire à quel point nous discriminons la France. Façon de dire qu'on ne la discrimine pas. Par ailleurs, même si on voulait, on ne pourrait pas. Mais on ne veut pas. Dans l'affaire du grec dont je vous ai parlé avant, je parle de la Grèce, qui n'est pas un pays qui soit dans une forme magnifique, si je peux dire, du point de vue mirifique. Voilà, merci pour la... Dans l'affaire du lignite grec, c'est que nous avons demandé, la Commission a adopté en 2009, comme ça j'espère vous rassurer qu'il n'y a pas de discrimination envers la France, une décision, par ailleurs confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne Luxembourg, concernant les droits exclusifs accordés par la Grèce à PPC. PPC, c'est l'opérateur historique public grec.
l'opérateur du secteur électrique en Grèce, et sur le lignite qui constitue la principale source d'énergie, polluante d'ailleurs, pour produire de l'électricité en France. En Grèce, pardon. Selon cette décision, adoptée envers PPC, afin de remédier à la situation créée par l'octroi des droits exclusifs à PPC, l'opérateur historique grec, on les a demandé de céder 40% de ses capacités de production d'électricité basées sur le lignite. De plus, on a demandé au PPC ne peut pas participer à des appels d'offres, je ne parle pas d'EDF, je parle de PPC, pour des concessions d'exploitation des lignites, tant qu'elle détient plus de 60% des concessions des lignites, sauf si aucune autre compagnie ne présente une offre. Bon, je ne suis pas en train de dire que mutatis mutandis, ce qu'on a fait en Grèce, on le fera en France. De toute façon, tout cela relève d'une négociation avec les autorités françaises. Je suis en train de vous dire que depuis que nous avons, avec confirmation de la Cour de justice, parce qu'in fine, c'est les juges qui gèrent tout, qui contrôlent la légalité de nos actes, depuis que nous avons imposé cette solution en Grèce, le prix de l'électricité n'a pas augmenté. La sécurité de l'approvisionnement est toujours la même. Et par contre, il y a des nouveaux opérateurs soumis aux mêmes obligations des services publics qui gèrent une partie de la production d'électricité, par ailleurs avec des sources moins polluantes que le lignite. Façon de vous dire que tout n'est pas nécessairement terrible lorsqu'on ouvre un peu à la concurrence de la production électrique. Je vous ai dit avant qu'il n'y a pas de différence de traitement, que ce soit EDF ou un opérateur français ou européen qui viendrait intervenir au niveau de la production hydroélectrique. Il ne s'agit pas de démanteler, je voudrais vous rassurer, Truyère, et il s'agit, mon collègue pourra être plus précis en la matière, mais là où il s'agit de la même exploitation, de la même rivière ou de la même exploitation hydroélectrique, si ce sont des exploitations qui sont liées, pas seulement pour des raisons historiques, mais même, je dirais, techniques, il ne s'agit pas de casser un petit morceau ces concessions, parce que l'idée, c'est justement d'assurer la concession, la sécurité de l'approvisionnement et la sécurité de la gestion de ces barrages. Parce que, comme vous dites, il y a beaucoup d'eau là-dedans et il ne s'agit pas de faire l'apprenti sorcier. Monsieur, excusez-moi, je ne me souviens pas de votre nom. Monsieur Savier, on tient à la sécurité des citoyens français parce qu'on n'est pas des apprentis sorciers, je peux vous l'assurer. Et il n'y aurait rien... Enfin, prétendre que ce que la Commission veut faire, c'est casser le marché français... bon, j'ai entendu des choses qui me semblent tout à fait respectables, mais qui ne répondent pas à la réalité, et qui offusquent même des parlementaires précis. C'est simplement pas le cas. Nous ne voulons pas jouer aux apprentis sorciers. Les nouveaux entrants auront les mêmes obligations qu'on a imposées historiquement à EDF. Je répète, parce que ça fait longtemps que j'avais fait des études de droit et je suis encore en admiration devant les droits, en espagnol on disait le derecho napoleonico, le droit le code civil de Napoléon, et justement de la création de cette institution juridique qu'est la concession administrative, qui est typiquement française. Une concession administrative, comme vous le savez, n'implique jamais la perte d'un patrimoine national, comme vous appelez à juste titre. Mais là, une gestion qui peut être plus intelligente, ou en tout cas plus intéressante pour les collectivités locales et nationales. J'ai déjà dit qu'il y a des négociations en cours. Je ne peux pas préciser, je ne peux pas avancer quel est le résultat de ces négociations, mais il y a une bonne volonté, je crois, de la part de Paris et de Bruxelles. Et je viens aussi d'entendre un parlementaire dire à juste titre que la situation actuelle d'attente ne convient à personne, ni aux travailleurs, ni aux entreprises, ni à EDF, ni aux entreprises éventuellement intéressées. Donc, plutôt on se met d'accord sur une solution acceptable, mieux ça vaut pour tout le monde. Et je commence à, comme on dit en français, enfin, je peux dire en français, mais c'est une expression plutôt anglaise, je commence à courir court d'arguments, mais je crois que peut-être mon collègue, M. Chris... Il y a encore des questions, donc on va peut-être prendre la question. Puis... OK, comme vous voulez.
parce que j'ai encore une demi-douzaine d'intervenants, donc je suis sûr que ça va vous permettre de reconstituer votre stock d'arguments. J'ai Madame Bessot-Ballot, Monsieur Viala, Monsieur Stroman, Monsieur Castellani, Monsieur Ruffin et Madame Battistel qui avaient redemandé la parole. La parole est à Barbara Bessot-Ballot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, la remise en route des concessions avec l'objectif d'une électricité plus propre et compétitive est une bonne nouvelle. Suite aux échanges avec un exploitant local, il me fait part de ces nombreux freins au développement de la filière hydroélectricité qui perdurent encore aujourd'hui. Il me parle de coûts abyssaux pour les exploitants, les coûts de mise en place, complexité et lourdeur administrative et la fiscalité locale trop lourde pour lui par rapport à son résultat. Donc moi, c'est surtout face à ces freins, que pouvons-vous nous répondre pour qu'il puisse avoir d'autres exploitations et qu'on puisse avancer sur ce dossier-là? Merci. Merci, Monsieur Viala. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Je suis également élu de l'Aveyron, une de mes collègues s'est exprimée précédemment, donc très concerné par ce qui se passe actuellement sur le Lot et la Truyère, et puis dans quelques années aussi sur un complexe hydroélectrique aveyronais. La raison pour laquelle nous sommes inquiets du choix éventuel qui serait fait de mise en concurrence des concessions, c'est uniquement parce qu'aujourd'hui les écosystèmes territoriaux se sont construits depuis des décennies avec l'opérateur que nous connaissons et que via les liens qui ont été tissés, beaucoup d'opérations d'actions d'aménagement du territoire sont actuellement en cours et ont besoin de continuer. Et en plus de ça, bien entendu, dans ces écosystèmes territoriaux, la question de la ressource naturelle, et notamment en eau, de sa gestion qui est multidimensionnelle, a largement été prise en charge par les acteurs locaux avec l'opérateur. Moi, la question que j'ai à vous poser, elle est à la fois simple et probablement difficile pour vous. Nous avons entrepris des démarches auprès du gouvernement français depuis des années pour obtenir la procédure dérogatoire qui existe dans d'autres pays, et vous avez largement été interrogé sur la raison pour laquelle d'autres pays peuvent faire ce que la France ne semble pas être en mesure de faire. Donc nous avons entamé des travaux avec le gouvernement depuis de nombreuses années. Moi, je voudrais que vous nous disiez de manière explicite quelle est aujourd'hui la position du gouvernement actuel, quel est le niveau de pression qu'il exerce, puisqu'il dit en exercer un, sur la Commission européenne pour obtenir que cette procédure dérogatoire s'applique, ou bien si il n'y en a pas de pression exercée sur la Commission européenne, auquel cas évidemment nous ne pourrons pas nous étonner que la règle de droit s'applique ici comme elle peut s'appliquer ailleurs. Je vous remercie. Merci. Monsieur Stroman, pardon. Merci, Monsieur le Président. D'abord, une petite question à notre président de commission. Je me demande à quel moment on va retrouver un peu d'eau de nos barrages sur la table. Je vois qu'il n'y a qu'une seule gourde et je n'ai pas envie d'aller mendier une bouteille d'eau chez nos voisins. Si on pourrait rétablir ces bouteilles d'eau, voilà, parce que ça ne fonctionne pas, mais enfin, c'est une question en aparté. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. J'ai offert des gourdes à chacun des commissaires. Il y en a une seule qui fonctionne. Ça, c'est comme l'idée de transférer des concessions hydro. C'est une bonne idée sur le papier, mais ça ne fonctionne pas en pratique. Je n'ai introduit aucune mise en concurrence, aucune mise en concurrence. On les rend les gourdes. Non, mais... Dans l'abreuvage des commissaires. Bon. Ou alors à ramener simplement des carafes d'eau, mais on ferme là, et des verres. Monsieur Stroman. Vous avez tous une gourde qui vous a été gentiment offerte. Mais ça ne fonctionne pas, il y a une gourde. Non, vous en avez une, avec votre nom dessus. Une deuxième, bon, sur le nombre de commissaires, je ferme la parenthèse. Bah, écoutez, là, ça s'appelle la transition écologique par la responsabilisation des acteurs. Et en Alsace, on appelle ça une Schnapsidée. On n'y arrivera pas. Je ne suis pas... Donc les gourdes sont stockées dans l'appentis derrière. Oui. Il doit y avoir la vôtre si vous l'y avez laissée. Et il y a des robinets derrière. En pratique, ça ne fonctionne pas, peu importe. Ça ne fonctionne pas parce que les acteurs ne veulent pas jouer leur rôle, Monsieur Stroman. Je ne suis pas pour sur les concessions hydroélectriques. Moi, j'étais... Merci, Monsieur le Président, pour cette précision. Donc, c'est comme pour les Gilets jaunes, vous n'allez pas changer d'avis. Monsieur Stroman, sur les concessions hydroélectriques. 30 que vous parlez, il vous reste 30 secondes pour les concessions hydroélectriques. Très rapidement, j'étais auteur d'un rapport avec ma collègue Marie-Noëlle Battistel lors de la dernière législature, et j'étais a priori plutôt favorable
à la libéralisation du secteur. C'est plutôt ma pensée philosophique et à la lecture et lorsque j'ai rencontré les différents acteurs, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de libéraliser, on a le prix de l'électricité parmi les plus faibles d'Europe. Première idée, on a un système qui fonctionne bien. Pourquoi le casser? Alors je vois bien, le gouvernement Macron est très favorable à cette libéralisation, et ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des députés macronistes En Marche ici présents. On ne les entend pas soutenir cette initiative qui apparemment a été prise, qui est soutenue au niveau du gouvernement. Alors moi la question que je me pose, est-ce que l'abandon des concessions françaises d'hydroélectricité au marché est-elle la contrepartie d'un autre avantage accordé à la France et que nous ignorons aujourd'hui? Parce que sinon je ne comprends pas cette démarche. Et une dernière remarque, Monsieur le Président, toutes les collectivités françaises touchent une redevance, enfin touchent un pourcentage sur la redevance versée par les concessionnaires, sauf en Alsace où c'est 0. Monsieur Castellani. Merci. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je souhaiterais évoquer l'hydroélectricité dans les zones non interconnectées. L'électricité est 2 fois plus chère à produire car on est souvent sur des petits systèmes électriques qui permettent peu d'économies d'échelle, on le sait. En Corse, produire 1 heure d'électricité coûte 2 fois plus cher que sur le continent. Le surcoût est compensé par la Commission de régulation de l'énergie, mais cela est coûteux, on le sait, en ressources fiscales. L'hydroélectricité est le mode de production qui limite le plus les surcoûts de production d'électricité dans les systèmes insulaires. Je donne l'exemple de la Corse, qui est un château d'eau en Méditerranée, est tout à fait adapté au développement de ce mode de production qui va dans le sens de la transition énergétique, d'autant que les installations peuvent être couplées à des ouvrages de stockage d'eau. Alors encourager ce mode de production mériterait un cadre fiscal adapté, c'est ça que je veux dire, adapté aux zones non interconnectées. Ce cadre n'existe pas, vous le savez, en matière de réglementation et d'aide d'État. Même les petites communes qui exploitent des microcentrales en régie ne peuvent pas bénéficier d'exonération d'impôts sur les sociétés au motif qu'elles exercent une activité concurrentielle. Tous les amendements déposés par les députés corses ont été rejetés au motif que la réglementation européenne sur les aides d'État pose problème, même pour les installations de puissance installée inférieure à 500 kW. Le règlement RGEC parle d'aide à finalité régionale pour les PME, mais exclut l'énergie de son périmètre. Alors, monsieur le directeur, les lignes directrices permettent le traitement des zones assistées, vous le savez, l'article 349 TFUE, qui intègre Madère, par exemple, ou les Açores ou la Martinique, mais ignore la Corse ou la Sardaigne. Cela ne semble pas en conformité, d'ailleurs, avec les objectifs de l'article 174 TFUE. J'aimerais donc savoir dans quelle mesure les prochaines lignes directrices pourront prévoir un cadre fiscal souple en matière d'aide d'État en faveur de l'hydroélectricité dans les zones non connectées pour l'équité territoriale et la transition écologique. Merci. Merci, Monsieur Ruffin. Oui, Monsieur Madero, je vous remercie pour la qualité de votre français. Il y a une expression qui dit « quand on n'a qu'un marteau, on voit tous les problèmes sous la forme de clous ». Et là, vous nous répondez « concurrence, concurrence, concurrence ». Je voudrais avertir sur l'Europe que vous représentez, cette Europe dont les peuples ne veulent plus, cette Europe qui se fait haïr, cette Europe qui n'a que ce mot à la bouche, concurrence. On vous parle service public, vous répondez concurrence. On vous parle sécurité, vous répondez concurrence. On vous parle environnement, vous répondez concurrence. On vous parle emploi, vous répondez concurrence. On a eu le nouveau pacte ferroviaire ce printemps, qui était issu d'une directive européenne dans lequel on trouvait 85 fois le mot concurrence, 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, 0 fois le mot biodiversité. J'avais rencontré, moi, on a eu le projet de loi agriculture aussi, dans lequel, quand on réclamait des prix planchers pour les agriculteurs, on nous répondait « c'est pas possible, à cause de l'Europe qui veut de la concurrence ». On réclamait que les productions soient davantage locales. Et on nous disait « non, c'est pas possible, parce que ça atteint le principe de concurrence au niveau européen ». En permanence, il nous est opposer la concurrence, la concurrence, la concurrence. Je me souviens d'un agriculteur, Régis Somna, dans la Drôme, qui produit des abricotiers, qui me disait qu'il était allé à la commission agriculture à Bruxelles, et que là, dans le bâtiment, il avait l'impression de se retrouver face à des petits soldats de Milton Friedman, donc l'économiste de Chicago. Et quand on vient répéter comme ça concurrence, 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 j'avertis simplement qu'on construit un heurt avec les peuples qui, eux, sont habités par d'autres souhaits et d'autres valeurs. Merci. Pour terminer, Madame Battistel.
Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur quelques points, Monsieur le Directeur général. Nos propos ont été centrés ce matin sur EDF, mais bien évidemment, nous avons d'autres opérateurs qui sont la CNR et la CHEM que nous défendons de la même façon, puisque c'est aussi de la gestion de notre patrimoine national. Si on a parlé particulièrement d'EDF, c'est parce que la mise en demeure concerne EDF, et donc le sujet était celui-ci aujourd'hui. Sur le cahier des charges, je voudrais revenir. Vous nous avez dit les opérateurs auront les mêmes exigences que nos opérateurs historiques. Vous le savez, Monsieur le Directeur, un cahier des charges écrit à l'instant T ne peut pas envisager tout ce qui pourra se passer, notamment en termes de ressources en eau, dans les 10, 20, 30, 40 ans à venir. Et donc on aura systématiquement des avenants à porter sur ces cahiers des charges, et tout avenant sera négocié en termes d'euros, vous le savez. Et quand vous parlez d'avantages pour le consommateur, moi je pense plutôt qu'il y aura une désoptimisation des chaînes hydroélectriques, donc de la rentabilité moindre. Et puis, à chaque renégociation, ça coûtera encore au consommateur. Donc, je ne suis pas du tout convaincue que le consommateur sera gagnant de cette opération. Et sur la rente hydraulique, vous le savez, elle est réinvestie dans les tarifs aussi. Donc, elle est déjà sanctuarisée. Vous donnez aussi des exemples sur des exploitations d'ouvrages à l'étranger par EDF. Les exemples que vous prenez, EDF a investi à l'étranger ou a acheté des actions sur des entreprises à l'étranger. Là, ce n'est pas du tout le même sujet. Là, on autorise des opérateurs étrangers à venir exploiter sans investir au moment. Là, après, ils investiront dans la gestion, évidemment. Mais du coup, on n'est vraiment pas sur le même sujet. Et juste deux questions. Quid de la mise sur le marché de valeurs de volume productible qui serait ouvert aux fournisseurs alternatifs? C'est une proposition qui avait été faite et sur laquelle on n'a pas de réponse. Et quid des concessions déficitaires qui seraient par exemple attribuées à un opérateur et que, je pense, on demanderait à l'État français de compenser? Merci. Alors, Monsieur le Directeur général, je vais vous laisser répondre à ces questions, conclure éventuellement. Et moi, je souhaiterais rappeler quand même au commissaire que cette audition a lieu à la demande du directeur général adjoint. Donc je souhaiterais aussi vous remercier pour la capacité que vous avez eue à accepter ce débat sans concession de part et d'autre, mais au moins ouvert, public et démocratique. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est à notre demande que cette audition a lieu, et je vous remercie de votre ouverture d'esprit en acceptant qu'un technocrate dangereux de l'Europe vienne de vous parler. Monsieur Ruffin, je vais commencer par vous simplement pour vous dire que je suis un humble fonctionnaire communautaire. Je ne suis pas autorisé à faire des discours politiques et moins à m'engager. Non, laissez-moi. Vous me permettez quand même de parler, après vous pouvez taper dessus si vous voulez. Je ne suis pas autorisé à parler en termes politiques. J'ai parlé des concurrences, mais aussi d'aménagement du territoire, d'entrée d'autres dans les domaines. J'ai parlé d'une Europe davantage intégrée. Désolé, je ne peux pas rentrer dans un discours et dans des affirmations qui ont, comme on dit, une certaine idéologie tout à fait respectable. Monsieur Ruffin, s'il vous plaît. L'Europe dont vous parlez, c'est une Europe populiste. Celle dont je parle, c'est une Europe intégrée où l'on puisse... Vous savez, le problème, ce n'est pas l'Europe, Monsieur Ruffin. Le problème, c'est l'absence d'une Europe plus intégrée, où par ailleurs, la France aurait toujours un rôle de leader, parce que vous êtes un grand pays. Je ne viens pas ici vous le dire simplement parce que je suis tenu d'être poli envers vous et envers la France. Vous êtes un grand pays, et si vous aviez la bonne idée, en particulier les forces que vous représentez, d'oser l'Europe, de pousser pour une plus grande intégration, c'est le Français in fine qui gagnerait, et pas le contraire. Non, c'est simplement, je vous ai dit, je suis un humble fonctionnaire, je m'arrête là. Madame Bissot-Belot, je ne peux pas, c'est-à-dire, je pourrais, vous avez parlé d'inefficience dont souffre, désolé, je n'ai pas retenu le nom de la société, mais c'est justement parce que nous ne voulons pas
être accusé à juste titre de nous mêler des affaires qui doivent être gérées là où il se passe. Je veux dire, c'est la fameuse idée de la subsidiarité. Je crois que ce type de... C'est pas l'Europe de gérer depuis Bruxelles ce type de, je ne sais pas si on peut dire en français inefficience, mais il est évident qu'il faut les corriger. Vous devez les corriger au sein de la France, et j'imagine qu'il y a des moyens de négocier avec le gouvernement français et les collectivités locales, et surtout les bureaux de contrôle, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'électricité en France pour essayer. Mais c'est évident que ce type d'inefficience ne font que frustrer la possibilité pour les compagnies que vous mentionnez de pouvoir produire mieux et davantage. Monsieur Viala, vous avez parlé de l'aménagement du territoire, de la nécessité de la gestion multidimensionnelle de la ressource. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire, l'idée de l'Europe, et en particulier de la Commission européenne, ce n'est pas d'introduire la concurrence à tout prix sans savoir où est-ce que ça nous mène. L'idée, c'est justement de permettre qu'il y ait une possibilité d'offrir les services qui sont actuellement offerts par EDF, par d'autres sociétés françaises. Pardon? J'écris fort, vous devrez la demander au gouvernement français. Je ne peux pas me prononcer au nom du gouvernement français. Quand même, là, ça serait loin dans l'intégration européenne. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne serez pas étonné si je vous dis que je crois que, heureusement que nous avons quelqu'un comme M. Macron, comme quelqu'un qui pousse... Bien sûr que tout le monde serait d'accord dans la salle. Écoutez, est-ce que... si vous me laissez terminer, je vous laisse... vous serez pas être... J'ai dit que le problème, ce n'est pas l'absence de l'Europe, mais le fait... Mais écoutez, mais soyons... Pour une fois, vous m'obligez à ne pas parler en termes politiques, mais quand même... Mais écoutez, vous voyez ce qui se passe au niveau de la globalisation. Je viens de rentrer des États-Unis. Je vous assure que si nous voulons tenir, si nous voulons vraiment que l'Europe... ou la France, et je ne sais pas que je suis convaincu, c'est la réalité, on ne peut pas concevoir l'Europe sans la France, et on ne peut pas concevoir l'Europe sans un rôle fondamental de la France au sein de l'Union européenne. On est dans une globalisation sauvage, et il va falloir que l'Europe ait suffisamment de force de frappe, et, de capacité de réaction envers les blocs dans lesquels nous sommes déjà. On est dans une espèce de village global et il faut que... Donc c'est pour cela que j'ai dit que l'Europe, ce n'est pas le problème, c'est l'absence d'Europe qui peut constituer un véritable problème. Et dans ce sens, et c'est toute l'affirmation politique, entre guillemets, que je pouvais faire, ce que je vous dis depuis la perspective de Bruxelles, que certainement pour vous, M. Ruffin, et pour d'autres est erroné, le fait qu'il y ait un Européen convaincu comme M. Macron, qui gère avec d'autres cette nécessité d'une Europe plus intégrée, pour nous c'est un élément d'espoir. Si cela c'est une affirmation politique, je m'excuse, mais c'est la mienne. C'est la mienne personnelle. Hein. Monsieur Stroman, si vous me permettez une petite blague, certainement vos problèmes avec les gourdes dont vous parliez sont plus faciles à gérer que celles que je suis venu discuter ici. C'est pas si simple que ça. Mais je crois que vous avez énormément, comme on dirait en anglais, you are right, vous avez raison de dire que ça ne s'explique pas pourquoi EDF ne paye pas un sou pour les concessions hydroélectriques là où vous êtes. S'il y a une explication économique, je veux bien l'accepter, je ne la vois pas. Et je ne vois pas non plus pourquoi, au lieu d'EDF, vous ne pourriez pas avoir un opérateur autre, même français, parce que, qui paierait et en même temps qui assurerait la sécurité, l'approvisionnement, l'aménagement du territoire et un prix faible de l'électricité, parce que, soyons aussi sérieux, je crois que nous le sommes tous ici, la dernière chose que la Commission veut faire, c'est d'introduire cette concurrence dont on m'accuse, au prix de gêner ou
affecter les droits légitimes du consommateur français. Je refuse d'accepter qu'on m'accuse de taper sur le consommateur français alors que j'ai à l'esprit à chaque matin au moment où nous commençons à travailler. Les bureaucrates, comme vous nous appelez européens, nous avons un visage humain et de temps en temps un peu d'intelligence. On n'essaye pas d'abandonner la... Il ne s'agit pas de casser la filière électrique française. Par ailleurs, permettez-moi de vous dire que c'est pour une autre audition, et je ne sais pas si vous allez m'inviter après celle-ci, ou si je vais oser venir vous voir à nouveau. C'est ça la question. Mais sachez que, bien sûr que le prix de l'électricité en France est concurrentiel, ou en tout cas beaucoup plus que dans d'autres États membres, à commencer par les miens. Si je vous disais ce que je pense du système électrique espagnol, vous seriez très choqué peut-être. Et c'est pour cela qu'on ne vient pas ici créer les conditions pour qu'il y ait des prix qui remontent d'une façon. Mais sachez aussi, et c'est purement une constatation des chiffres, hein, que si votre électricité est plus chère, moins chère que dans d'autres... c'est pas la moins chère en Europe, par ailleurs. Les Pays-Bas, je parle sous le contrôle de mon collègue, mais le Pays-Bas est encore moins cher et d'autres États membres aussi. Mais sachez que si vous êtes moins cher en prix final, c'est parce que la fiscalité française est beaucoup plus basse, beaucoup plus réduite que dans d'autres États membres. Ceci, je ne suis pas un économiste, ça fait... je suis pas un économiste, mais peut-être vous devez vous demander si les prix et si la raison pour laquelle le prix est moins cher à cause d'une fiscalité réduite, cela ne veut pas dire nécessairement que les coûts de production d'EDF soient tellement bas. C'est simplement que c'est au niveau de la fiscalité que ça joue. Chose que je trouve c'est important de signaler. Monsieur Castellani, pour la Corse, la dernière chose, à nouveau, qu'on voudrait faire, je ne peux pas vous répondre sur le coup, sur les volets aide d'État dont vous m'avez demandé, parce qu'il faut que je me renseigne à Bruxelles. Mais sachez, et on peut vous répondre par écrit, mais sachez que aussi au niveau des aides d'État, les conditions spécifiques et les besoins tout à fait spécifiques de régions ou de territoires comme celui que vous représentez, peuvent et doivent être tenus à l'esprit. Simplement, je voudrais conclure par... vous m'avez parlé plusieurs fois des investissements et des concessions de la Truyère. Permettez-moi de vous donner 3 ou 4 éléments qui permettront de vous répondre, de répondre à des questions que vous avez posées tout au long de la matinée. Comme vous le savez, les concessions de la Truyère sont expirées depuis 2012. Et continuent depuis lors à être exploitées par EDF. Honnêtement, je crois que c'est difficile de soutenir qu'il est subitement devenu urgent de prolonger ces concessions au profit d'EDF sans passer par une procédure de mise en concurrence qui devrait permettre à d'autres de fournir ses propres offres sans mettre en question l'équilibre et le système ni le patrimoine français ni l'équilibre du système électrique français considéré comme un tout. En outre, quel que soit l'intérêt du projet préparé par EDF, et bien évidemment que je ne refuse pas, je vous ai dit ce matin que je trouve qu'EDF c'est une compagnie extrêmement capable, qui a produit, qui a su s'étendre en Europe, et certainement s'ils sont un agent, un acteur important au niveau de la France. Bon, la France c'est l'acteur dominant, mais dans d'autres États membres c'est justement à cause de leur savoir-faire. Mais quel que soit l'intérêt du projet préparé par EDF, un appel d'offres permettrait de vérifier, je parle au conditionnel, hein, parce que je ne sais pas, permettrait de vérifier, et c'est pour les autorités françaises de constater si c'est le cas ou pas pour l'Europe, s'il n'existe pas de projets plus intéressants du triple point, de vue environnemental, technique et financier. Parce que, comme j'ai essayé de dire depuis que j'ai commencé cette audition, au niveau de l'environnement,
du côté technique de la gestion d'un réseau électrique et financier, il s'agit de voir si on peut améliorer, les sommes qui sont perçues par les collectivités locales. Le Rhin, c'est un bon exemple d'absence de rémunération ou les caisses du Trésor national. Concernant Truyère, compte tenu de leur taille et de leur potentiel de développement, une prolongation de ces concessions de la Truyère et du Lot, comme ça je vous dis où nous en sommes en ce qui concerne ces projets, au bénéfice d'EDF et en l'absence de procédures de mise en concurrence, serait une matière préoccupante pour la Commission européenne. Et c'est une des raisons qui est à l'origine de l'ouverture de la procédure que nous avons entamée il y a quelques temps. Parce qu'il s'agirait d'une discrimination des concurrents d'EDF, que ce soit français ou européens, sur des concessions qui sont expirées, comme je l'ai dit avant, depuis 2012. Une autre raison pour laquelle je crois que le gouvernement français est en train de faire attention à la matière, c'est parce qu'il pourrait y avoir aussi des problèmes concernant la comparabilité de cette extension du point de vue des règles du traité relatif aux aides d'État. Je conclus en citant à nouveau le gouvernement français et la loi française, parce que j'observe que c'est le gouvernement français qui semble avoir, le gouvernement actuel, qui semble s'interroger sur la légalité d'une telle prolongation de Truyère. Et en tout cas, c'est ça que je pense, ou qu'il résulte de la réponse qui a été donnée par le ministre de la Transition écologique et solidaire, M. François Rugy, le 27 septembre dernier, à la question parlementaire de M. le sénateur Bernard Delcros. Donc, comme je vous ai dit avant, et j'ai conclu avec ces mots, c'est que la Commission est en train de négocier et d'essayer d'accorder avec les autorités françaises, parce que je vous ai dit que l'idée c'est d'arriver à une solution amicale et disons, où on puisse trouver un point d'accord. Ce n'est que respecter des obligations qui viennent de la loi française et qui ont été à plusieurs reprises rappelées par votre Cour des comptes. Merci beaucoup pour votre patience et pour votre attention. Merci, Monsieur le Directeur Général Adjoint. On fait 5 minutes de pause et on reprend avec l'examen de la PPL du MODEM. Je dois malheureusement m'absenter, mais vous gagnez au change que c'est Monsieur Nogal qui assumera la présidence de cette séance.